Vous m'entendez? Allez-y, allez-y. Bien. On va commencer par le premier cas clinique. Donc, ça concerne la tuberculose pulmonaire récurrente. Merci. C'est possible. Donc, comme on savait tous, la tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse due au Mycobacterium tuberculosis. Et c'est une maladie qui s'est transmise par voie aérienne. Diapo suivante. Diapo suivante. Il s'agit d'un problème important pour la santé publique au niveau mondial. Et la tuberculose récurrente, c'est une menace pour le programme de lutte contre la tuberculose parce que les taux de guérison de cette forme est faible. Suivante. Donc, notre objectif, c'est de rapporter un cas de tuberculose récurrente. Diapo suivante. Il s'agit d'un homme de 49 ans qui est comptable, résident à Fianarantsoa. Diapo suivante. Diapositive suivante. Donc hospitalisé en février 2018 pour problème de toux chronique. Et sa maladie évolue depuis un mois avant son admission par apparition progressive d'une toux productive, ramenant des expectorations jaunâtres, quelquefois hémoptoïques, associées à une altération de l'état général et une fièvre à 38 degrés C. Diapositive suivante. Et dans ses antécédents, donc l'histoire de sa tuberculose commence en 2002 par tuberculose nouveau cas et il a fait un abandon de traitement. Donc la même année, il a fait une reprise évolutive de tuberculose, première rechute en 2009, deuxième rechute en 2012, troisième rechute en 2014 et quatrième rechute en 2017 et toutes ces tuberculoses sont des tuberculoses sensibles. Diapositive suivante. Et les autres antécédents, il était éthylique chronique, tabagique à 5 paquets années. Et il n'y a pas de comptage tuberculeux connu. Les statuts sérologiques VIH étaient négatifs. Diapositive suivante. L'examen clinique, quand il était hospitalisé, il était fébrile à 38 degrés C avec état hémodynamique stable. Bonne saturation en air ambiant à 95%. Diapositive suivante. L'examen pleuropulmonaire a retrouvé un syndrome de condensation basale droit et les autres appareils étaient normaux. Diapositive suivante. En résumé, donc c'était un homme de 49 ans, comptable, ancien tabagique et éthylique chronique, présentant des tuberculoses à répétition qui est traité, déclaré guéri. Et actuellement, il présente une toux chronique dont l'examen physique a révélé un syndrome de condensation au niveau de la base droite. Et on a suspecté encore une nouvelle rechute de tuberculose. Diapositive suivante. Donc, à l'examen paraclinique, on a demandé l'examen des crachats à barre qui est revenu positif.
Pareil comme les gènes experts positifs, et il n'y a pas de résistance à la rifampicine. On a demandé aussi la culture avec l'antibiogramme et on n'a pas trouvé de résistance aux antituberculeux de première ligne. Diapositive suivante. Les autres bilans biologiques, il avait une CRP à 63 mg par litre et les autres bilans étaient normaux. Diapositive suivante. Diapositive suivante. À la radiographie du thorax, il avait des images d'excavation au niveau du tiers moyen du poumon droit, avec quelques opacités plus ou moins infiltratives au niveau de la base droite. Diapositive suivante. Donc, au total, c'est un homme de 49 ans. Après l'examen clinique et paraclinique, donc il a présenté une 5e rechute de tuberculose pulmonaire sensible. Diapositive suivante. Donc, on a entamé les traitements par le régime de 8 mois, avec 2 mois de streptomycine, éthambutol, rifampicine, isoniazide et pyrazinamide, suivi d'1 mois de thambutol, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, et 5 mois de rifampicine, isoniazide et thambutol. Diapositive suivante. Et comme évolution actuelle, donc à M3, à la fin du 3e mois de traitement, il y a une amélioration clinique. Il est de bon état général, mais la recherche de barres dans les crachats reste encore positive. Diapositive suivante. Donc, que peut-on discuter? La question qui se pose, est-ce que c'est la tuberculose vient d'une réactivation endogène ou une infection exogène? Pour répondre à ces questions, une étude de génotypage est nécessaire pour savoir s'il s'agit d'une même souche ou une souche différente. Et dans la littérature, dans les pays endémiques de tuberculose comme Madagascar, la tuberculose récurrente est due souvent à une réinfection exogène. Diapositive suivante. Donc, dans la littérature, quels sont les facteurs de risque de récurrence sur les plans socio-démographiques? Donc, surtout les tabacs, l'alcool, les drogues, le chômage et l'adhésion médiocre au traitement. Et notre cas, donc, c'est un patient tabagique et alcoolique. Diapositive suivante. Les autres facteurs retrouvés dans la littérature, c'est l'âge avancé, le comptage tuberculeux, la mauvaise observance thérapeutique. Et pour notre cas, donc il avait une mauvaise observance quand il avait la forme, quand il avait traité comme nouveau cas auparavant.
Diapositive suivante. Quels sont les facteurs de risque de récurrence clinique dans la littérature? C'est la présence des cavités résiduelles, des lésions pulmonaires plus étendues, la culture des crachats positifs AM2 de traitement et l'infection à VIH. Et notre cas, on avait retrouvé comme facteur, c'est la cavité résiduelle. Diapositive suivante. Donc, que peut-on conclure? La tuberculose récurrente, c'est une menace de la tuberculose résistante. Et pour notre cas, donc c'est difficile de prouver s'il s'agit d'une réinfection exogène ou une réactivation endogène des patients qui est sans, car il nécessite de l'étude de génotypage. Et donc, tout patient tuberculeux présentant des facteurs prédictifs des récidives de tuberculose devrait-il bénéficier d'une prise en charge exceptionnelle, comme par exemple une durée de traitement plus longue? Voilà notre cas. La discussion est ouverte. Je vous remercie. Oui, merci. Alors, c'est ouvert à la discussion. Qui veut intervenir? Dakar? Oui. Kinshasa peut intervenir? Allez-y. Oui. Alors, je voulais savoir si, d'abord, je félicite l'équipe de Antananarivo pour la belle présentation. C'est un joli cas clinique. Mais j'ai une question par rapport à l'enquête familiale. Est-ce qu'on a mené une enquête auprès de sa partenaire, auprès de l'entourage pour voir, essayer de rechercher un foyer? Oui, merci pour la question. En fait, on n'a pas fait l'enquête au niveau des entourages, mais ce qu'on sait qu'après la découverte de la tuberculose chez ces patients, il y a deux personnes, donc l'une présente une tuberculose bacilloscopie positive et l'autre c'est une tuberculose testiculaire. Donc on ne sait pas si c'est en rapport avec sa tuberculose, mais dans son bureau, donc il travaille, il est comptable, il travaille dans un bureau, donc il n'y a pas de contact avec les autres personnes. Il n'y a pas aussi de ulcère chronique dans le milieu de travail. Alors je crois que c'est effectivement une question importante parce que vous avez évoqué la possibilité d'une tuberculose endogène ou exogène. Vous n'avez pas fait la recherche, mais peu importe finalement. C'est pas ça. C'est intéressant sur le plan épidémiologique, mais pour la pratique quotidienne, c'est pas d'un intérêt considérable. Mais ce qui est important, c'est surtout de savoir s'il y a, parce que ce cas, il me paraît quand même étonnant parce qu'il a fait plusieurs rechutes, toujours avec des BK sensibles. Il a des lésions tuberculeuses relativement peu importantes. Il y a une caverne relativement fine. On n'a pas l'impression de lésions très denses qui peuvent contenir des BK et qui sont peu accessibles au traitement. Alors je suis un peu étonné de ces rechutes successives et je me demande si effectivement des rechutes successives et sensibles au traitement plus s'il n'est pas recontaminé par des gens de l'entourage. C'est la question que je me pose, c'est pour ça que je trouvais que la question de notre ami de Kinshasa était pertinente. Qu'est-ce que vous en pensez à Dakar? Bonjour. Dakar, oui, bonjour.
j'aimerais bien savoir, est-ce que le malade il prend le traitement dans un centre de santé ou à l'hôpital, ou bien il prend les médicaments à domicile? Oui, merci pour la question. Donc, ce qu'on fait à Madagascar, c'est le TDO pendant les 2 premiers mois. Donc, il a été hospitalisé pendant les 2 premiers mois, donc c'est TDO strict. Mais après, on voit le patient par semaine. Vous le voyez une fois par semaine, vous dites? Oui. Et vous le voyez à quelle occasion? Donc chaque semaine, on donne les médicaments pour la Pour la provision semaine. pendant une semaine. Ok, oui. Oui, c'est pas un traitement entièrement supervisé, mais c'est un traitement avec un contrôle hebdomadaire, c'est ça? Oui. Ok. Oui, en fait, ce qui est prescrit dans notre programme de soins de tuberculose, c'est que c'est seulement pendant la phase d'attaque de mois que le patient doit passer dans le centre de traitement, prendre ses traitements directement observés. Et quand il a fini une certaine quantité, Oui, Dakar a une question. Oui, allez-y. Merci. Nous remercions notre collègue pour la présentation, mais je suis d'avis avec vous, professeur Lemarié. Ce cas est curieux parce qu'il fait 5 épisodes de tuberculose pulmonaire et sans lésion étendue pulmonaire. Parce que si c'est plus probable pour ce cas-là que ça soit une réinfection endogène, parce que si c'est exogène, le temps que le BK pénètre dans l'organisme et se multiplie forcément, les lésions pulmonaires auraient pu être beaucoup plus étendues que ça. Donc ça, c'est curieux. Et puis, il manque des précisions. C'est vrai que pour le premier épisode, il y a une notion de mauvaise observance, et j'imagine que pour les autres, c'est pas le cas. Et les crachats barres sont toujours positifs. C'est à combien de croix pour voir un peu l'importance de l'infestation, est-ce que c'est massif ou pas. Le gène expert positif, le gène expert ne détecte que l'ADN, ça signifie pas forcément que la tuberculose est évolutive. Ce qui gêne ici, c'est peut-être plutôt la culture qui est positive et dont l'antibiogramme ne retrouve pas de résistance. Moi, sincèrement, je me demande est-ce que c'est une tuberculose, ce cas-là, parce que nous, avec notre pratique quotidienne, on n'a jamais vu un patient faire autant de tuberculose et n'avoir pratiquement pas de lésion. C'est vrai que la radio projetée était sombre, on ne voit pas, mais si c'est seulement une excavation qu'on avait à droite, un comblement du cul-de-sac avec une pachypleurie qui commence à se dessiner. Oui, moi je me pose la même question que vous. Enfin, c'est la question que je posais tout à l'heure. Tout à fait. C'est quand même assez troublant comme histoire, et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Je me demande, je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, moi je m'interroge sur la prise du traitement à chaque rechute quand même. La première, on a la notion qu'il a interrompu son traitement et ensuite il l'aurait pris correctement. Mais est-ce qu'on en est sûr? Ça c'est autre chose. Parce que pour que qu'il ait fait de nombreuses rechutes sans développer de résistance, ça veut dire qu'il a pris des traitements tout de même de courte durée. Sinon, il aurait dû développer des résistances. A priori, en tout cas. Parce que ça fait quand même un paquet de... Il y avait combien? 8 ou 9 rechutes, quelque chose comme ça. C'est considérable. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Étienne? Dans le même ordre d'idée, peut-être, je voulais dire Oui. que bon, dans les protocoles, au fait, c'est vrai, l'OMS prévoit des schémas thérapeutiques pour la TB chimiosensible, pour les cas de rechute, justement, c'est 8 mois, mais pour ce genre de cas où on a plus de 3 rechutes, à mon avis, on devait peut-être avoir un protocole différent thérapeutique, parce que si un individu fait plus de 3 rechutes, et si c'est endogène, je pense qu'on devrait avoir un schéma un peu plus différent si réellement ce malade-là prend correctement son traitement, il les finit correctement. En fait, ça, Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça pose un problème. Effectivement. Bonjour à tous. Nous continuons Bonjour. donc avec un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est un cas d'intolérance aux antituberculeux de première ligne. Diapositive suivante. On va suivre un plan classique pour ce faire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous savons que la tuberculose, c'est actuellement un grand problème de santé publique, mais également un grand problème de santé individuelle. Et même si le traitement il est bien codifié actuellement, on rencontre quand même certains problèmes. Parmi ces problèmes, on a les cas d'intolérance qui sont à l'origine d'un problème de prise en charge. Et rappelons donc que les principaux antituberculeux, les antituberculeux majeurs, sont la rifampicine, l'éthambutol, la pyrazinamide, l'isoniazide et la streptomycine suivante. Donc, notre objectif donc aujourd'hui, c'est de vous rapporter un cas d'intolérance qui est plutôt rare, un cas d'intolérance donc aux antituberculeux de première ligne. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous vous rapportons le cas de Monsieur D, un homme de 36 ans, commerçant, qui a été hospitalisé donc à l'hôpital universitaire de Fénorive, à Antananarive, et il a été hospitalisé pour une désensibilisation. Suivante, s'il vous plaît. Donc, son histoire, il a été diagnostiqué comme présentant une tuberculose pulmonaire à microscopie positive, un nouveau cas en 2004, et il a abandonné son traitement après 3 mois suite à l'apparition d'éruptions cutanées. Et puis, en 2015, c'est-à-dire 11 ans plus tard, donc, il a représenté une tuberculose pulmonaire, reprise cette fois, mais après une semaine de traitement, donc, il a remanifesté les signes d'intolérance. Après consultation avec son médecin traitant, donc, ils ont décidé de faire une réadministration du traitement, mais à dose progressive, et intolérance. Puis, un an plus tard, c'est-à-dire au mois de mai en 2016, ils ont décidé de faire une introduction par forme séparée, zoniazide et des éruptions cutanées. Et cela, notre patient, il a décidé d'arrêter par lui-même, donc il a décidé d'arrêter le traitement. Suivante, s'il vous plaît. Malheureusement pour lui, un an plus tard, en février donc 2017, il a présenté une hémoptysie de moyenne abondance, et après des explorations, après une radiographie du thorax et une recherche de barre, donc, il a été rediagnostiqué comme présentant une tuberculose pulmonaire avec microscopie positive. Et suite à cela, donc, il a été référé au service de pneumologie du CHU de Fénorive pour la mise en place du traitement. Donc, c'est un patient qui n'a pas d'antécédents particuliers, à savoir, il n'a pas d'antécédents d'allergie médicamenteuse ou alimentaire, et lors de ses traitements précédents, il n'a manifesté aucun signe d'intolérance à la streptomycine. Il n'a pas d'antécédent chirurgical et pas d'antécédent familial notable non plus. Suivante, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'il a été admis, donc ses paramètres étaient bons. Suivante. Les seuls signes qu'il présentait, c'était la toux chronique qui était associée
à des crachats jaunâtres qui n'étaient pas fétides. Et l'examen physique, lors de son admission, n'a retrouvé que des râles crépitants au niveau de l'apex gauche. Et ailleurs, donc, l'examen physique, il était normal. Suivante. Donc, au total, il s'agit d'un homme de 36 ans, commerçant, qui présente une tuberculose pulmonaire à microscopie positive et qui présente selon son histoire, donc, une intolérance à l'isoniazide et à l'éthambutol. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons réalisé des bilans pour évaluer le terrain, qui sont revenus presque tous normaux. On avait refait une recherche de Barr pour confirmer donc que cette recherche, elle s'est avérée positive. On a également demandé un test gène expert qui est revenu positif, et on a demandé également une culture qui est par la suite revenue positive. L'antibiogramme qui a été réalisé à son admission, l'antibiogramme était sensible. Suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est sa radio à l'admission. On a cette grosse opacité qui est plus ou moins hétérogène, plus ou moins avec un syndrome alvéolo-interstitiel. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y a des excavations qui sont apicales à gauche. Suivante, s'il vous plaît. Donc, chez ce patient, on avait d'abord commencé par remettre la forme combinée, mais à dose progressive. Et 8 heures après l'administration donc de la forme combinée, le patient a présenté un urticaire. Notons d'abord qu'il n'avait pas eu de manifestation de muqueuse, il n'y avait pas eu de dyspnée, mais juste un urticaire. Suivante, s'il vous plaît. Le deuxième jour de son hospitalisation, on avait administré un antihistaminique à titre préventif pour voir si ça pouvait compenser donc les signes d'intolérance, mais ce n'était pas suffisant. Donc là, diapositive suivante. Là, ce sont des photos qui montrent ces manifestations cutanées. Je ne sais pas si c'est bien visible chez vous, mais lorsqu'on avait pris ces photos, en tout cas, il était plein d'éruptions. Suivante, s'il vous plaît. Donc, on avait suspendu le traitement le temps que les éruptions disparaissent, et à J5 d'hospitalisation, on avait décidé d'introduire la pyrazinamide seule en prenant compte des dires du patient selon lesquels il avait présenté déjà une intolérance à l'isoniazide et à l'éthambutol. Donc, on a introduit la pyrazinamide à la dose de 400 mg, mais 3 heures après, il avait présenté des éruptions cutanées maculopapuleuses qui étaient prurigineuses, qui étaient confluentes en placard également. Et 4 heures après, il a manifesté des douleurs abdominales et une rectorragie. Suivante, s'il vous plaît. Donc, on a suspendu les traitements, on a attendu que cet épisode passe. Et 3 jours après, chez 8 hospitalisations, il y a eu disparition des manifestations cutanées. On a arrêté définitivement donc les 3 molécules, et on avait attendu que le programme donc nous fournisse la rifampicine seule. Donc, on a libéré le patient. Il est revenu donc 7 jours après, c'est-à-dire à J15, pour l'introduction de la rifampicine. Et seulement 1 heure après l'administration de rifampicine, il a manifesté une éruption cutanée prurigineuse, mais cette fois-ci, c'était accompagné d'une conjonctivite.
Donc, suite à cela, donc, on a décidé d'arrêter complètement les traitements et on a attendu que tous les signes cutanés, que les signes généraux passent. Donc, sur la diapositive suivante, on a deux photos qui montrent les réactions cutanées et la conjonctivite qui est associée à un œil rouge qui est successive à la prise de la rifampicine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors le lendemain, c'est-à-dire à J18, on avait décidé donc d'instaurer un autre schéma, en fait un schéma semblable à celui de la tuberculose multirésistante. Donc on a commencé par introduire la lévofloxacine que le patient a bien toléré, puis à J21, on a introduit la cycloserine que le patient a bien toléré également. Diapositive suivante. À J22, on a introduit l'éthionamide, toujours à dose progressive, qui a été bien toléré également. Et donc à J26, hospitalisation, on a décidé d'administrer ensuite la streptomycine à dose de 1 g. Et on a adopté le schéma que vous avez là. Donc la streptomycine associée à la lévofloxacine, à la cycloserine et à l'éthionamide. Et le patient n'a pas montré de signes de mauvaise tolérance. Donc nous l'avons exéaté après 30 jours d'hospitalisation avec le schéma suivant, diapositive suivante s'il vous plaît. Avec le schéma que nous avons cité précédemment. Suivante. Là, la diapositive suivante, là on a des radios qui comparent donc lorsqu'on a instauré le traitement et après 8 mois de traitement. Donc notons que ce patient, diapositive suivante, il a bénéficié d'un traitement sur une durée totale de 11 mois. Après 3 mois de traitement, donc on avait fait des recherches de barres dans les crachats pour contrôle. Ce contrôle, il était négatif. Et par ailleurs, nous avons donc déclaré ce cas au sein de l'entité responsable de la pharmacovigilance. Donc pour la discussion, selon la littérature, diapositive suivante s'il vous plaît. Selon la littérature, on a à peu près 5% des cas des patients qui sont traités qui vont manifester une hypersensibilité. Mais toujours selon la littérature, quand il y a des signes d'atteinte cutanéo-muqueuse avec une réaction générale, il faut arrêter le traitement. Donc suivante. Donc pour étayer notre cas, nous l'avons comparé à un cas qui a été rapporté dans la littérature. Mais pour eux, il s'agissait d'une femme qui avait présenté une tuberculose ganglionnaire et qui a manifesté les signes après 21 jours de traitement. Et après introduction par forme séparée, donc, ils ont diagnostiqué donc une intolérance pour l'éthambutol, l'isoniazide et la pyrazinamide. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour notre cas, nous avons, après réintroduction progressive et échec, nous avons opté pour un autre schéma. Par contre, pour le cas qui a été rapporté dans la littérature, la réintroduction progressive avec des sensibilisations, elle s'est avérée fructueuse. Donc la patiente a été guérie après un traitement basé sur la rifampicine, la pyrazinamide et l'isoniazide. Suivante, s'il vous plaît. Toujours selon la littérature, la rifampicine, elle est responsable de manifestations cutanéo-muqueuses dans 1,2% des cas seulement, l'isoniazide dans 2% des cas, la pyrazinamide dans 2,4% et l'éthambutol dans 1,4%. Donc, suivante s'il vous plaît. Donc pour conclure, nous savons que la réintroduction progressive donne de très bons résultats, mais ce n'était pas le cas chez notre patient.
Pour lui, les manifestations d'hypersensibilité nous ont amené à opter pour un schéma différent. Donc, ainsi s'achève donc notre présentation. La discussion est ouverte pour vos réactions et commentaires. Merci. Très bien. Bon, ben c'est une belle histoire. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à Kinshasa, Dakar? Oui. Moi, j'avais Kinshasa, donc une question d'abord de terminologie. Est-ce que dans ce cas-ci, on peut parler d'une allergie aux antituberculeux ou on doit garder le terme d'intolérance aux antituberculeux? Mais après, j'ai une question de curiosité, hein, mais ça c'est pour les collègues qui font de l'allergologie. Nous aussi, nous avons déjà eu des cas d'intolérance aux antituberculeux, mais pas de la même manière. Au fait, on n'a pas osé, mais on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des intradermaux avec chaque antituberculeux progressivement pour voir lequel est toléré par le patient et aller directement sur cet antituberculeux au lieu de faire administrer et attendre voir les réactions cutanées ou autres qui pourront apparaître. Est-ce que c'est faisable, une intradermo avec les médicaments? Voilà un peu mes deux préoccupations à ce stade. Oui. On vous remercie pour votre question, hein. C'est vraiment pertinente parce que même chez nous, on est un peu embêtés. Le fait que du moment où on parle d'allergie, cela implique qu'il ne faut plus reprendre le même traitement parce que c'est un risque. Et comme nous, on a l'habitude donc de faire un traitement d'induction de tolérance et que le patient habituellement arrive à tolérer le traitement après, c'est pour cette raison qu'on a préféré garder le terme d'intolérance. Mais c'est vrai que c'est embêtant d'utiliser ce terme, mais si on a des collègues allergologues ici, on sera vraiment content d'avoir un peu plus d'explications sur ça. Merci. Oui, je crois que l'intérêt de la question de notre ami de Kinshasa, c'est le fait que vous avez été obligé, et je le comprends tout à fait, moi j'aurais fait la même chose, c'est de faire une réintroduction, c'est tout arrêter, puis de faire une réintroduction progressive, médicament après médicament, pour voir quel est celui qui est responsable, ou quels sont ceux qui sont responsables. Alors c'est vrai que on peut se dire que si on pouvait faire des tests cutanés, ça permettrait de raccourcir cette durée d'exploration. Moi, je ne sais pas, je suis pas allergologue, hein, donc je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si c'est faisable. Est-ce qu'à Dakar, vous avez une expérience? Pas de commentaires. Moi, c'est comme j'avais reçu ces diapositives avant, la question que je me suis posée, honnêtement, je ne savais pas que ça atteignait 5% de l'ensemble des traitements, des intolérances, que ce soit intolérance ou allergie. Effectivement, c'est peut-être... Ouais, écoutez, mon impression vis-à-vis de cette histoire, c'est la suivante. C'est pas fréquent, tout le monde est d'accord pour le dire, mais quand on en a un cas, on est bien embêté. Or, vous avez malheureusement un avantage dans vos pays, c'est que des cas de tuberculose, vous en voyez beaucoup, et ça pose problème. Je me demande si vous n'auriez pas intérêt à faire une enquête, à recenser, à l'aide d'un petit questionnaire, à recenser dans l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne et Madagascar ce genre de cas, pour essayer de les regrouper et voir un petit peu comment les choses ont évolué. Parce que vous en aurez pas des quantités, mais vous en aurez quelques-uns, pour voir comment les choses ont évolué et quelle serait la meilleure attitude vis-à-vis de ces histoires-là.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça mériterait de regrouper plusieurs cas. Si, c'est important. Ça À va Dakar, nous intéresser. Oui? si à Dakar, nous pensons que ce serait intéressant. Si vous vous rappelez le cas que nous avons eu à présenter il y a 1 an sur le Dravet syndrome. Le Dravet Oui, c'est syndrome, il y vrai. a 1 an. Oui, c'était un patient toujours qui avait qu'on avait mis sous traitement antituberculeux à base de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, mais qui, lorsque l'on avait tout arrêté et que l'on avait introduit de façon progressive, c'était juste la pyrazinamide qui lui avait causé en fait tous ces problèmes. Et on avait laissé le patient sous RHE, mais quand le patient est rentré dans sa région là où il habitait, il y avait eu une rupture de RHE. Et donc on a eu à réintroduire le RAZE dans la région là où il était, et quelques jours après, on nous a appelé juste que le patient est décédé. Donc on n'a pas eu la clinique, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'on avait réintroduit la pyrazinamide et le patient est décédé. Donc ce serait intéressant de pouvoir vraiment revoir ces cas et essayer de les corriger. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est intéressant, mais peut-être qu'il faut effectivement élargir, parce que là, c'était un cas un peu particulier, c'était lié au pyrazinamide, clairement. Il y a eu une réintroduction, ça s'est mal passé. Mais la question que je posais, c'était vis-à-vis des intolérances ou allergies, encore une fois, à l'ensemble des médicaments antituberculeux courants. Vous voyez? Je trouve que ça mériterait peut-être d'être recensé, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont des histoires dites histoires de chasse, pas fréquentes, mais c'est peut-être, quand on a affaire à ces cas-là, on est bien embêté. Personnellement, moi je n'en ai jamais vu. Bon, quelle heure est-il? 5h05. Est-ce qu'on a le temps rapidement de faire le dernier cas clinique, un dernier cas clinique? Ça dépend de Dana, vous. qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on sera vraiment ravis de présenter nos cas, mais ça dépend des autres. Ok, ben écoutez, on va essayer d'aller assez vite. On va essayer d'aller. Voilà, est-ce que vous le voyez, la dysfonction diaphragmatique? Oui. Oui, on le voit. Ça, je dois dire que ça m'a intrigué votre histoire. Allez, on vous écoute. C'est ce qui. On vous écoute. D'accord, Vous voyez la merci. diapositive? Oui, on voit. Oui, on est vraiment ravis de partager ce cas. Donc, dysfonction diaphragmatique suite à une hypocalémie. Ça peut être une source d'errance diagnostique parce qu'on a tendance à méconnaître ce diagnostic, et c'est pour cela que nous avons décidé de rapporter ce cas. On sait bien que les dysfonctions diaphragmatiques ne sont pas inhabituelles dans notre pratique pneumologique. On sait aussi que cette dysfonction diaphragmatique peut être source de dyspnée aiguë inexpliquée. Par contre, l'entité paralysie périodique hypocalémique, pour moi, c'était quelque chose de nouvel. Hein. C'est une entité qui est responsable de faiblesse musculaire transitoire épisodique, mais sa gravité réside surtout sur l'atteinte diaphragmatique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de rapporter cette entité, donc rare, grave, et souvent sous-estimée, et source de d'errance diagnostique, comme je viens de le dire. Diapo suivante. Donc, notre objectif, c'est de rapporter ce cas et de rappeler l'implication de l'hypocalémie et ses étiologies dans la physiopathologie et la prise en charge des paralysies périodiques transitoires et avec atteinte diaphragmatique sévère. Donc, notre cas, il s'agit d'une femme de 56 ans, d'origine indienne. On sait que chez nous, à Madagascar, on est un peu polyethnique. Il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Et cette fois-ci, donc, c'est une patiente d'origine indienne, célibataire,
qui est hospitalisé pour une dyspnée aiguë. Et son histoire se résume, diapo suivante s'il vous plaît, son histoire se résume par un épisode de grippe, puis une toux sèche. Une semaine après, une dyspnée d'aggravation rapidement progressive, diapo suivante. Et en plus de ça, elle a fait une diarrhée liquidienne traînante depuis un mois et qu'elle a essayé d'automédiquer par des médicaments traditionnels. Diapo suivante. Et on sait que parmi ses antécédents, c'est une patiente porteuse de myopathie connue depuis l'âge de 3 ans. D'abord au niveau des membres inférieurs, et puis qui a atteint les 4 membres vers l'âge de 40 ans. Diapo suivante. Donc elle est devenue grabataire à l'âge de 35 ans. Elle n'a pas de pathologie respiratoire ou cardiaque sous-jacente et elle n'a pas de notion d'allergie. Diapo suivante. Par contre, dans sa famille, donc, il y a une notion de mariage consanguin entre sa mère et son père qui étaient frères et sœurs, et qu'il y avait des cas de maladies musculaires dans les descentes dans la diapo suivante. Donc on voit que frères et sœurs se sont mariés et ont donné 6 enfants, dont 2 myopathiques, et une de ces enfants s'est remariée avec quelqu'un d'autre et qui a donné aussi un enfant myopathique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette dame, quand elle est arrivée, elle ne présentait pas de troubles hémodynamiques. Par contre, au niveau respiratoire, elle avait une fréquence respiratoire très rapide, à 45 cycles par minute, et une désaturation importante en air ambiant à 83%. Diapo suivante, s'il vous plaît. Elle présentait des tirages sous-costales. L'inspection montrait aussi un thorax qui est scoliotique. À l'auscultation, il y avait quelques râles bronchiques à droite, mais il n'y avait pas de foyer de râles crépitants. Diapo suivante. L'examen neurologique n'a pas montré de modification importante par rapport à ces états habituels. Donc il y avait l'instabilité des déficits moteurs des 4 membres, les myotrophies qui étaient déjà connues. Diapo suivante. Il n'y avait pas d'autres anomalies neurologiques. Diapo suivante. Au niveau cardiovasculaire, il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque droite ni gauche. Diapo suivante. Au niveau digestif, on remarquait surtout une distension abdominale très importante. Il n'y avait pas d'arrêt des gaz et des matières. Et ailleurs, il n'y avait que des signes de déshydratation extracellulaire. Diapo suivante. Parmi les examens paracliniques, donc au niveau biologique, on notait surtout cette hypocalémie profonde à 1,7 mmol par litre. BNP normal, donc ce qui atteste qu'au niveau cardiaque c'était normal. Diapo suivante. Fonction rénale normale, fonction hépatique normale, le CPK normal aussi, des dimères dans la limite de la normalité. Diapo suivante. Chez nous, pour le moment, l'électromyogramme n'est pas disponible. La biopsie musculaire, on peut le faire, mais chez cette patiente, ça n'a pas été fait, donc on n'a pas pu étiqueter sa myopathie. Pour son hypocalémie, donc il y avait des manifestations électriques, type il y avait l'entité qui était plate et présence tendue. Au niveau cardiaque, donc l'échographie Doppler n'a pas montré de trouble cinétique. La fraction d'éjection du ventricule gauche était normale. Par contre, il y avait une augmentation de la pression artérielle pulmonaire systolique à 38 mm de mercure. Diapo suivante. La radiographie du thorax retrouvait cette distension abdominale avec les ostrations des anses intestinales bien visibles et une surélévation importante des 2 coupoles diaphragmatiques qui vient comprimer la cage thoracique et que nous on a pensé que c'était à l'origine de dysfonction respiratoire. Diapo suivante. Donc au total, il s'agit d'une femme de 56 ans entrée pour une dyspnée aiguë dans un contexte de myopathie connue et apparemment qui ne s'est pas aggravée, et aussi découverte d'une hypocalémie
dans un contexte de diarrhée liquidienne et, qui est très probablement compliqué d'une aérocolie sur ileus paralytique. Donc c'est ce qu'on a pensé. Parmi nos hypothèses, des suivantes s'il vous plaît, parmi nos hypothèses, notre hantise était qu'il y avait une extension diaphragmatique de sa myopathie avec des faillances respiratoires sévères. Au début aussi, on a pensé à une embolie pulmonaire qui nous a amené à demander un angioscanner thoracique. Et puis, il y avait ce syndrome subocclusif. Du coup, on a présenté ce cas de médecine dans notre hôpital et il y avait plusieurs spécialités. On a discuté le cas. Il y avait des gastro-entérologues, des neurologues, les pneumologues, il y avait d'autres spécialités aussi. Et ce qu'on a convenu, donc, c'est de mettre une sonde gastrique pour essayer d'évacuer les gaz, de corriger le trouble électrolytique et mettre de l'oxygène, mais tout en sachant qu'on avait donc peur que cette maladie s'aggrave très rapidement. Diapo suivante. Mais, étonnamment, il y avait une bonne évolution rapide. Le patient devenait eupnéique très rapidement. Et puis, surtout que l'hypocalémie commençait à se corriger. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on peut discuter alors de ce cas? C'était un peu difficile pour nous de regrouper un peu le problème de la patiente, mais en essayant de faire quelques recherches bibliographiques. Donc, on a trouvé cette entité de paralysie périodique hypocalémiante. Apparemment, c'est une entité rare, mais sa gravité réside sur l'atteinte diaphragmatique, diapo suivante, qui peut être responsable d'une défaillance respiratoire sévère et pouvant amener donc le patient, la patiente en réanimation, la mise sous ventilation artificielle. Et parmi les recherches bibliographiques qu'on a retrouvées, cette atteinte diaphragmatique est corrélée surtout avec une hypocalémie sévère inférieure à 2 millimoles par litre. Mais l'évolution est surtout inversement s'améliore très rapidement et parallèlement avec la correction de l'hypocalémie. Diapo suivante. Donc, on s'est dit que quand on a des atteintes diaphragmatiques, donc il est très important de faire des inventaires étiologiques, mais surtout quand il y a un contexte de maladie sous-jacente, surtout neurologique et myopathique, ça peut être source de confusion étiologique et aussi de retard diagnostique. Et diapo suivante. Puis, cette entité de paralysie périodique hypocalémiante avec atteinte diaphragmatique, quand on a dit que c'est rare et grave, et c'est important d'explorer l'étiologie de cette hypocalémie. Parce qu'on sait donc que dès qu'on corrige l'hypocalémie, ça corrige tous les problèmes. Mais si on ne pense pas à ça, donc ça peut amener à un pronostic sévère pour le patient. Diapo suivante. Et parmi l'exploration de ces hypocalémies qui sont responsables de cette paralysie périodique hypocalémique avec, ça peut aller vers une atteinte diaphragmatique sévère. Donc on a vu dans les études que, par exemple, une simple thyrotoxicose, crise de thyrotoxicose peut être à l'origine d'hypocalémie et puis peut se compliquer d'une atteinte diaphragmatique sévère. Troubles diabétiques, comme troubles métaboliques comme un diabète décompensé, effets secondaires des médicaments. Donc tout ça, ça a été rapporté dans les publications. Ça peut être cause de cette hypocalémie avec complications diaphragmatiques. Sans oublier aussi le syndrome d'Ogilvie qui, dans notre cas, a été évoqué par l'équipe de gastro-entérologues. Ils ont dit que cette patiente fait un syndrome d'Ogilvie. Il faut corriger cette hypocalémie dans le but de diminuer la diaphragmatique, la distension colique, je m'excuse, mais étonnamment, en même temps qu'on a corrigé tout ça, ça a permis d'améliorer le cas du patient. Donc, on sait que le syndrome d'Ogilvie est responsable d'une ileus paralytique. Il y a une hypocalémie
que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé. On voudrait avoir votre expérience sur cette entité. Voici les pages suivantes, quelques références bibliographiques qu'on a retrouvées. Et sur ce, nous vous remercions de votre aimable attention. Et maintenant, on est ouvert à toute discussion. Merci. Si vous permettez, si je peux résumer cette histoire telle que je l'ai comprise, hein, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Cette femme a une myopathie non étiquetée, ok? Premier point. Oui. Le deuxième point, elle fait une détresse respiratoire liée à une paralysie diaphragmatique. Enfin, une paralysie diaphragmatique. Une surélévation de ses diaphragmes. Liée à un iléus paralytique favorisé par l'hypokaliémie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui et non. En fait, il y a l'iléus paralytique qui va pousser les coupoles diaphragmatiques et qui va comprimer le thorax. Mais deuxième chose aussi, c'est que il y a cette hypocalémie qui va être à l'origine de fatigue musculaire dans l'atteinte du muscle diaphragmatique et qui devient grave. Ok. Alors, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que elle a une myopathie, mais on ne sait pas quel est l'état de ses diaphragmes. Est-ce que la myopathie touche ses diaphragmes? Apparemment, après l'avis des neurologues, ils ont dit que sa myopathie restait stable. Il n'y avait pas d'aggravation ou d'extension. Oui, ok. Non, mais est-ce qu'elle touche les diaphragmes, sa myopathie? Non. Ça n'a pas touché les diaphragmes. Elle n'avait pas de problème de dyspnée ni de désaturation auparavant. Oui, vous avez vérifié, est-ce que vous avez pu vérifier quand même que ces diaphragmes fonctionnaient bien? Non? Ça, par contre, on n'a pas vu parce qu'on n'avait pas de radiographie antérieure ni d'autres explorations antérieures qui attestent cela. Seulement le dire de la famille qui dit que ces atteintes périphériques étaient tout le temps restées stables et elle n'avait pas auparavant présenté une dyspnée pareille. Elle n'avait pas de conséquences respiratoires. Oui, ok. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, je trouve que c'est une observation intéressante, c'est que effectivement, il y a l'hypokaliémie. C'est vrai que l'hypokaliémie a des répercussions sur la fonction musculaire, mais je n'avais pas la notion des effets de l'hypokaliémie sur la fonction diaphragmatique. Donc c'est intéressant sur ce plan-là. Les questions qui se posent, c'est quand même quel est l'état de son diaphragme et quelle est sa myopathie, éventuellement. Oui, cette patiente actuellement, elle est sortie de l'hôpital depuis quelque temps. On a essayé de la reconvoquer pour refaire quelques explorations, mais on n'a pas encore réussi à la faire revenir pour un contrôle. Et si elle revient, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de regarder. Est-ce que vous faites des échographies du diaphragme ou pas? Non? Non, pas forcément, mais on peut demander aux radiologues d'explorer cette zone. On a quand même des gens qui ont été forts. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle le sniff test, c'est-à-dire la faire renifler pour voir si le diaphragme s'abaisse à l'inspiration ou pas. Regardez comment fonctionnent ces diaphragmes. Mais en échographie, c'est pas très compliqué de regarder sa fonction diaphragmatique. Oui. Enfin, c'est une observation très intéressante. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et bravo à l'équipe de Tananarive parce que vous nous avez présenté des cas vraiment intéressants.